épisode de ce balado. Et je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice Evelyne Ferron. Allô, Evelyne! Bonjour! Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on vous présente un balado où s'entremêlent tranches de vie, anecdotes, questions et histoires. Bref, un heureux mélange de nos personnalités, de notre vécu et de l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, Evelyne, c'est moi qui ai choisi le sujet dont on va partir. Mais ça fait longtemps que tu veux parler de ça. Je le sais! Moi, j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait parler de spiritisme. Ouh! En fait, c'est un sujet qui m'attire vraiment beaucoup depuis longtemps parce que, tu sais, moi, je suis méga fan de films d'horreur. Ça me surprend à chaque fois que tu le dis. Ah, c'est vrai? Pourtant, j'adore les films d'horreur. J'ai tout vu à partir de Scream jusqu'à Us. J'ai tout vu, j'ai tout aimé, j'ai eu peur en masse. Mais il y a un type de film qui me terrorise sincèrement du plus profond de mon cœur et c'est les films d'esprit. Ça me fait super peur. Tu sais, c'est le genre de film auquel je repense la nuit puis je suis comme ça se pourrait. Tu sais, ma maison est vieille, ça se pourrait qu'il y ait des esprits. Genre, est-ce que tu vas jusqu'à écouter, mettons, Canada's Most Haunted Houses, genre sur Netflix, ou tu vas-tu écouter ça? Ou... Ben, ça, j'avoue que je l'ai pas encore écouté, mais pendant un bout, j'écoutais Taps, qui sont des chasseurs de fantômes. J'ai déjà écouté ça aussi. Il avait été à Fort William Henry, qui est le fort que vous voyez dans Le Dernier des Mohicans, soit dit en passant, là, qui est réputé comme étant le lieu le plus hanté au Canada. C'était quand même vraiment hot, ouais. Oh mon Dieu, mais tu vois, moi j'écoutais ça, j'aimais full ça. Je me souviens, un moment donné, il était allé dans un asile abandonné et le gars, en plein milieu de la nuit, c'était genre couché dans l'ancienne morgue. Puis il était comme, ah oui, je sens des choses. Puis j'étais comme, c'est sûr que tu sens des choses, là? Oh mon Dieu! Il n'y a pas de montant assez élevé pour me coucher dans une ancienne morgue, dans un ancien asile, en plein milieu de la nuit. Moi, je me souviens aussi de Paranimaux à Canal D, qui était une émission de fantômes d'animaux qui hantaient des places. C'était génial. C'était du génie. J'ai tout écouté ça. Mais ouais, moi, ça me fait vraiment peur, les esprits, parce que je me dis que ça se peut. Tu sais, je me dis que ça se peut, en fait. Toi, tu crois-tu ça à ça, les esprits? Ah là, je vais avouer quelque chose de terrible. J'ai une mère qui est très particulière. J'ai fait une confession que je n'ai jamais faite. Fouille-moi ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend, mais j'ai commencé à vraiment bien dormir, à avoir un sommeil complet réparateur quand j'ai eu mon premier appartement. Parce que ma mère faisait, on va dire des cauchemars, elle dira ce qu'elle voudra, mais ma mère se réveille fréquemment la nuit en hurlant. Mon père travaillant de nuit, il était pas là dans le lit pour l'arrêter à ce moment-là, fait qu'il fallait que je me lève puis que j'aille la réveiller, mais je la voyais là, qu'elle était en panique puis qu'il y avait de quoi qui marchait pas presque chaque soir, tu sais. Puis là, quand j'arrivais pour la pogner, pour la réveiller, ben là, elle me regardait puis elle me voyait au pied du lit puis elle pensait que j'étais un fantôme puis elle hurlait encore plus fort. Écoute, ça a duré longtemps, cette histoire. Salut, maman! Elle a scrappé mon sommeil, si je peux dire ça, pendant un bon bout de temps. Et d'ailleurs, quand j'ai connu mon chum et qui avait dormi pour la première fois dans mon lit à la maison, il l'a entendu pendant la nuit, et même mon père était là, donc il a pu la calmer assez vite. Mais elle, souvent, pourquoi elle réagissait comme ça, c'est qu'elle voyait des choses. Ma mère a toujours dit que depuis qu'elle est enfant, il y a souvent des ombres au pied de son lit. Moi, j'ai jamais rien vu, mais ma mère, ça a toujours fait partie de sa réalité de sentir qu'il y a des choses proches de son lit, autour du lit, et ça peut donc lui faire des nuits particulièrement. Mon Dieu! Mais c'est des terreurs nocturnes, là. Tu l'as-tu averti, ta mère, qu'elle faisait des terreurs nocturnes? Ah, écoute, il y a eu plein de choses qui ont été essayées. Là, ça va mieux, là. Disons que de son côté de la famille, il y a beaucoup de drôles d'histoires chez des cousins, des cousines aussi qui ont vécu mon frère, qui ont vécu des choses étonnantes. Pas moi, mais donc je dois tenir de mon père. Qui n'a jamais rien vu, n'a jamais rien senti. Ça, t'as pas eu le gêne de la voyance? Non, apparemment pas, mais c'est pas de la voyance non plus, je pense pas. Mais tu sais, bon, je peux bien le dire. Là, mon frère, à un moment donné, quand mon grand-père est décédé, on a tous des histoires comme ça, puis je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est le cerveau? Écoute, j'essaie de pas être trop critique par rapport à ça, parce que c'est le genre d'histoire que tu te fais raconter, puis t'es comme, hey, c'est cool quand même. Tu sais, je veux pas faire ma grosse sceptique, mais mon frère, quelques temps après que mon grand-père soit décédé, en fait, il essayait de remonter sa couverture dans son lit, puis ça marchait pas. Puis lui, il dit qu'il a littéralement vu mon grand-père lui remettre la couverture sur les épaules.
est-ce qu'il rêvait? Est-ce qu'il était somnambule? Mon frère a fait du somnambulisme. Je le sais pas. Mais voilà, ça fait partie des histoires familiales. Mais dans ma famille, j'ai aussi un oncle qui a enterré un Ouija dans son jardin avec des chaînes et de la brique. Oh mon Dieu! Hey, non, mais ça, on commence à parler de Ouija, là. On n'a pas fini. Moi, ça me fait tellement peur, Ouija, là. Toute mon adolescence, tu sais, moi, je suis un bébé des années... Je suis née en milieu des années 80, là. Fait que, tu sais, 90, puis tout, là, Ouija, c'était bien hot, là. Tout le monde voulait jouer à ça. En plus, avec le film Magie Noire, où il y avait, tu sais, les 4 adolescentes sorcières et tout. Tu sais, c'était très présent, là. Ouija... Toutes mes amies voulaient jouer, toutes mes amies voulaient faire des incantations puis tout le kit. Et moi, ça me terrorisait. Je suis comme, OK, là, vous autres, vous faites ça bien relax, à brossard puis tout, là. Mais d'un coup, qu'on ouvre un portail, puis qu'après ça, il y a genre un fantôme d'un tueur en série qui habite. Fait que tu y crois, toi, vraiment? T'as vraiment cette peur tu vois, que les esprits existent? Maintenant que j'en parle puis que je suis en train de m'écouter parler, je vais dire que oui. Absolument. Juste ça. Mais Ouija, je trouve que c'est comme jouer avec le feu. Tu sais, acheter une maison où il y a un esprit qui habite, c'est une chose. Déranger les esprits pour qu'ils viennent. Puis tu sais, qu'est-ce que t'as à leur demander? T'as 14 ans, là. T'as rien à dire à l'esprit que t'invoques. Tu comprends? Je trouve que c'est comme jouer avec le feu, là. Laissons les gens tranquilles, puis je sais pas, moi, je suis pas à l'aise avec... Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeu de Ouija de ton oncle, pour l'amour du ciel? Je l'ai jamais su. Ma mère qui nous a raconté ça, je me rappelle que plus jeune, j'avais posé la question, puis mon Dieu, qu'il l'a dévié. Mais donc, existe cette histoire qu'à un moment donné, fouille-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais c'est la même famille que ma mère, hein, c'est son frère. Donc, ils sont dans le même canal, si on peut dire. Il l'a enterré dans son jardin, même enchaîné avec de la corde, ou je sais pas, et je sais qu'il a apparemment eu des briques, même pour être sûr que le jeu reste bien enterré. Là, il doit être vraiment décomposé depuis le temps. Tandis que ma mère m'a fait cadeau de celui que j'utilisais ado, là. Il est dans ma maison ici, là. Je l'ai, là. Et tu dors bien avec ça? Je dors très bien avec ça. Mais d'où ça vient, Ouija? Tu sais, comme, c'est un jeu, mais ça part d'où? Ça part de l'électricité statique, de quelqu'un qui a compris qu'entre certaines personnes, l'électricité statique, s'il y a un point de métal, donc le fameux petit clou au milieu, ça peut faire en sorte que ça crée du mouvement. Alors, c'est ce qui fait que ça va marcher entre deux personnes qui touchent même pas la petite plaque, alors que d'autres vont se mettre les mains dessus, vont tout faire, puis ça fonctionne pas. C'est pour ça que... Mais c'est à une époque où on étudiait tout ça, tu sais, l'électricité, les chocs électriques, pense à Frankenstein, puis l'époque de Mary Shelley. On est vraiment dans cet univers-là pour le fameux Ouija. Et c'est né, en fait, de l'époque du spiritisme qui t'intéresse. On est au 19e siècle et on est aux États-Unis, hein, parce que, oui, il y a eu des mouvements de spiritisme ailleurs, mais c'est beaucoup les Américains qui ont trippé là-dessus. Mouvement qui va arriver là, dans les années 1830, 1840, là, où on va commencer à avoir des gens qui disent qu'ils sont capables de parler avec les morts, mais on est à une époque de tuberculose, il y a plein de sortes d'épidémies du genre, de maladies inconnues, beaucoup de monde qui meurt en bas âge, des choses comme ça. Tu sais, les gens côtoyaient la mort beaucoup plus que nous, même si là, on compte les morts à tous les jours, là, mais tu sais, je veux dire, c'était quand même assez commun. Puis plus, justement, la tuberculose va faire de victimes, puis on va avancer dans le 19e siècle, puis d'autres types de maladies, là, il y a différentes fièvres aussi, fièvre typhoïde, etc., là, qui emportaient les gens très, très rapidement. Donc, les gens veulent, des fois, voient ceux qu'ils aiment partir très vite, puis ils voudraient avoir ce contact-là. Donc, on peut dire à partir des années 1830-1840 aux États-Unis, il commence à avoir des mouvements qu'on peut appeler de médiums, donc de gens qui disent qu'ils ont cette capacité de parler avec les gens qui sont décédés. Et malgré le puritanisme religieux ambiant dans plusieurs secteurs des États-Unis, où c'était comme un peu péché de penser qu'on reste pris, finalement... entre les deux, là? Entre les deux, plutôt que d'aller au paradis ou d'aller en enfer, même, est-ce que les esprits étaient du purgatoire? Il y a eu des débats d'église là-dessus à l'époque. Mais donc, le Ouija est né un peu de ça, c'est que tu as eu... les premières médiums là, qui ont commencé à faire parler d'elles, c'était à New York, il me semble, ça doit être ça, les années 1840 ou 1850, mais c'était les Sœurs Fox. Ça, je me rappelle que c'est leur nom. Oh oui, mais c'est pas des charlatans, eux autres? Oui, mais ils disaient qu'il y avait des dons de médiumnique, puis ça a parti beaucoup le mouvement. C'est ce qui a fait aussi que dans les années 1860, Abraham Lincoln et sa femme, je veux dire, n'arrêtaient pas là, d'aller dans les soirées de médiums où on se mettait autour d'une table, puis tout le monde touchait la table, puis en espérant que la table avec le verre communique de l'information. Mais Abraham Lincoln puis sa femme qui ont perdu un fils
jeune, était obsédée par l'idée de pouvoir entrer en contact. Hey, non, mais imagine que t'apprends que le gars, il va voir des voyantes, puis tu sais qu'il y a un truc, tout le monde ferait comme, ouais, non, tu sais quoi, on abandonne le projet. Mais tu sais que Mackenzie King, il trippait là-dessus aussi, là, puis ça a été le premier ministre du Canada, on est rendu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, là. Mais lui aussi, il avait des petites tendances. Ben, tu sais, je veux dire, quand tu perds des gens de manière tragique, peu importe les manières d'essayer de passer par-dessus, tu sais, il y a différents moyens. Puis ça, ben, ça a fédéré un petit peu, ça a donné un peu d'espoir à des gens qui en avaient plus, puis qui souvent, la personne mourait super vite, puis c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées. Donc, oui, il y a eu beaucoup de charlatanisme maintenant, mais donc, c'est comme ça qu'il y a des hommes d'affaires qui ont compris que les fameuses tables qu'ils levaient et tout ça, quand les gens se touchaient les mains, si c'était pas justement du charlatanisme, il y avait le phénomène, en fait, genre de l'électricité statique, qui pouvait genre faire bouger un verre si tout le monde se touchait, justement. Tu sais, quand tu touches deux personnes avec du statique, là, ça fait... Tu sais, t'as comme un... Tu sais, ça... Ma grand-mère, elle avait un tapis de même, on pognait tout le temps des chocs, parce que son tapis était genre... Elle frottait pas avec une feuille de bounce. Non! Mais attends, mais reviens aux Sœurs Fox, parce qu'on a comme un peu abordé le sujet, mais il y en a peut-être qui les connaissent pas. En fait, il y était 3 sœurs. Oui, mais il y en a 2 qui ont été peut-être un petit peu plus médiatisés à l'époque dans les journaux, qui habitaient, donc on est vraiment à New York, là. Je crois qu'on est dans les années à peu près 1840 pour les Sœurs Fox, si je me trompe pas, je m'excuse si je me trompe de date, mais on est quand même, bon, à peu près dans ces époques-là. Mais ça a été dans les premiers cas médiatisés dans les journaux où on avait des femmes qui disaient qu'ils étaient vraiment capables de communiquer avec les personnes décédées, puis elles ont fait de l'argent, là. Les gens allaient les voir, puis les gens voulaient entendre parler avec leur frère, leur cousin, etc. Mais effectivement, souvent, en fait, il y avait même du monde qui leur donnait de l'information à l'avance sur les gens qui allaient les voir. Tu sais, il y avait plein de tactiques, en fait, pour que les gens aient confiance en elles. Fait que oui, c'est sûr qu'on suspecte que c'est du charlatanisme, mais il y a des cas dans les histoires de spiritisme parce que il va y avoir quand même des clubs de sceptiques qui vont commencer à émerger, surtout vers la fin du 19e siècle, parce que, justement, quand on voit quelqu'un comme Lincoln adhérer à ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, écoutez, là, il faut investiguer, il faut qu'il y ait une démarche scientifique derrière, voir si c'est vrai, ou du moins, est-ce qu'on est capable de démontrer qu'il y a une tactique? Si on n'est pas capable de le démontrer, ben là, OK, le doute raisonnable s'applique. Et c'est un peu dans ce contexte-là, en fait, que scientifiquement parlant, on a commencé à comprendre l'effet de l'électricité statique. Et c'est ce qui fait qu'il y a des hommes d'affaires qui voyaient justement que de plus en plus, on utilisait les tables rondes où les gens s'assoyaient puis se touchaient les mains, puis on commençait à dessiner des lettres. Ça commençait à évoluer vers les années 1880 à peu près, là, où on mettait des lettres, puis le verre qui était poussé par l'électricité statique au milieu, ben, se déplaçait, tu sais, sur les lettres. Généralement, si c'était vraiment l'électricité statique qui était responsable, les mots étaient rarement très cohérents, puis les gens se mettaient à essayer d'interpréter les messages et tout ça, tu sais. Ah ben oui, c'est sûr, là, comme le cerveau est tellement bon pour voir qu'est-ce que tu veux voir ou comprendre qu'est-ce que tu veux comprendre, là. Ben c'est ça, puis c'est comme ça que t'as des hommes d'affaires qui ont vu l'intérêt d'en faire une planche, de faire une vraie planche portative. Parce que ça, c'était arrivé, je te dirais, la vente du Ouija 1890-1891 dans le coin de Pittsburgh. Oh, c'est vieux quand même, là. Oui, c'est vraiment très, très ancien. Quand ils avaient décidé de créer la planche, donc c'était une planche de bois, aujourd'hui c'est rendu tout du plastique, des affaires comme ça, mais c'était une vraie planche de bois à l'époque, avec le fameux petit clou de métal qui est la clé là-dedans. Peu importe le reste des éléments, ce qui est important, c'est le clou au milieu, parce que justement, ça fait un peu comme un effet de paratonnerre. Là. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais le métal attire l'électricité, en fait. Bon, il y a un peu de ça. Mais dans le fond, il y avait pour le nom, il y a eu toutes sortes de légendes par rapport. Là. C'est pas vrai que c'est oui et ja en allemand, là. Ja, tu sais, pour oui, là. Non, apparemment que quand ils ont voulu trouver le nom de la planche, ben, ils ont fait tester la planche par une médium qui a invoqué des esprits, puis elle a demandé quel est le nom de ce jeu, et ça a donné Ouija. Fait qu'ils ont demandé à une médium d'utiliser la planche. Ben, donc, supposément qu'un esprit a fait bouger la petite patente, puis ça écrit Ouija, et c'est de là que serait né le nom de la planche. Fait que pour un jeu où il n'y a pas vraiment d'esprit, entre guillemets, d'hommes d'affaires qui veulent faire de l'argent avec les esprits, ils ont été voir une vraie madame qui, elle, communique avec les esprits. Tu veux-tu une belle promo, par exemple, à l'époque? Ah oui, effectivement, ça, j'avoue que c'est très marketing. Imagine si l'esprit, je m'appelle Normand. Je pense qu'il aurait peut-être décidé d'appeler ça Norm. je sais pas.
On joue-tu à Norm? À Norm. Mais c'est comme ça, donc apparemment, en tout cas, là, que serait né le nom du fameux Ouija et que la planche a commencé. Ça a été un phénomène très nord-américain au départ, là. Puis c'est avec, justement, la Première Guerre mondiale, quand les soldats ont commencé à en amener aussi en Europe, qu'il y a eu une plus grande diffusion en Europe aussi, parce que quand t'as rien à faire dans les tranchées puis que t'es entouré de morts, tu peux bien utiliser une planche de Ouija. C'est plus les mouvements de population pendant la Première Guerre mondiale là, qui vont rendre le jeu encore plus populaire du côté de l'Europe puis lui ouvrir les portes de l'Europe. Mais c'est vraiment un phénomène américain, États-Unis. Et donc, les premiers jeux, à mon souvenir, c'est Pittsburgh, Baltimore, où ça a commencé à être commercialisé, puis après ça s'est répandu un petit peu partout. C'était quoi, là? Parce que tu parlais qu'il y avait vraiment une mode en 1830-40 de spiritisme. Ben, mettons, c'est quoi une séance de spiritisme? Ben, ça a varié. C'est sûr qu'au début, genre, les fameuses sœurs Fox, ben, ils étaient là, puis elle, c'est un peu comme Whoopi Goldberg dans le film... Oh, mon fantôme d'amour! C'est ça! Ce film super historique! C'est toute l'image que j'ai fait. Ses yeux m'ont toujours fait peur. Oui, c'est vrai, moi aussi. Quand il virait, là, puis que là, elle rentrait comme en transe, là. Oh, mon Dieu. Puis moi, je me souviens, en plus, dans la scène où c'est comme dans sa pièce, puis là, il y a plein de fantômes autour qui attendent leur tour pour rentrer dans elle. Ça me terrorisait. Voilà. L'image que j'ai, mais c'est ça, au départ c'était plus des gens qui disaient qu'ils étaient capables de communiquer avec les morts puis qui faisaient juste interpréter en fait, comme on peut voir des médiums dans plein d'émissions de télé aux États-Unis là, qui aident supposément l'FBI ou des choses comme ça, mais après ça graduellement, ben là il y a des gens qui ont vu l'intérêt pour la communication puis qui ont justement, parce qu'il y avait des connaissances aussi scientifiques sur comment on peut faire de l'illusion. C'était l'époque des illusionnistes aussi, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de ça. Ben, jumelle tout ça, puis t'as plein de charlatans qui vont s'amuser à trouver des moyens de communiquer avec les morts ou de faire croire à des gens qui ont beaucoup d'argent, comme les Lincoln, on peut parler avec votre fils, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un est désespéré puis qu'il y a de l'argent, il y a toujours quelqu'un quelque part pour en abuser, et c'est vieux comme le monde. Mais à un moment donné, ben c'est ça, là, c'est quand on va commencer à comprendre le phénomène de l'électricité statique, entre autres, ben, il y a des gens qui vont commencer à arriver avec la table ronde où tout le monde va se toucher les mains, puis là, ben, le médium va invoquer l'esprit, puis la table va lever. Ça, il y avait des stratégies là en arrière de ça, mais la table levée, c'est pour un oui, cognait 2 fois pour un non. Puis là, les gens, tu sais, étaient super impressionnés. Il y avait ça des mécanismes en dessous de la table, en fait, qui étaient actionnés qu'une pédale pour faire ça. Mais quand on va commencer à jouer avec le verre qui va marquer les lettres sur la table, souvent, ben, on va fonctionner avec l'électricité statique, en fait, des gens autour de la table. Donc, des fois, ça marchait, puis des fois, ben, c'était des flops aussi, là. Mais c'est ce qui va donner l'idée de la planche portable du fameux Ouija. C'est fou quand même là, que ça a été la mode et très répandue. Là. Mais ça va donner d'autres mouvements, même un peu religieux, comme le spiritualisme. Tu sais, je veux dire, ça dérive du spiritisme aussi, où les gens vont beaucoup être... on va essayer de les rendre très conscients de leurs intuitions, parce que l'intuition pourrait aussi être un message de notre mari décédé ou une chose comme ça, d'écouter sa petite voix intérieure. Il y a eu comme un mouvement aussi qui va un peu avec ça. Mais d'ailleurs, si jamais vous avez vu le magnifique film de Dig, le site sur la découverte du trésor de Sutton Hoo sur Netflix, la dame, en fait, qui a demandé les fouilles archéologiques sur ces terres, faisait partie d'un mouvement de spiritualisme. Elle était convaincue, en fait, ses sentiments, son impression, c'était qu'il y avait quelque chose là. C'est un dérivé, en fait, du spiritisme, mais qui va avoir une connotation peut-être un petit peu plus méditative et religieuse. Là. Tu parlais aussi, tantôt, tu as comme effleuré là, le sujet des médiums qui aident dans les enquêtes du FBI et puis tout le kit. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que, moi, dans ma tête, on dirait que c'est juste les cas désespérés, là. Genre, on n'a plus rien à perdre, fait qu'on va demander à un médium. Être capable de retracer ça, ce serait difficile, selon moi, parce que je pense pas, tu sais, que les shérifs de petites localités qui, des fois, osaient aller jusque-là, tu sais, nécessairement mettaient ça dans leur rapport ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est beaucoup du... justement, je suis désespérée, j'ai plus de réponse. Ou souvent, c'est ces gens-là qui vont dans les postes de police qui disent « Ah, j'ai eu un message! » Tu sais, je veux dire, on en voit là, dans les émissions de télé. Mais je vais t'avouer que là, ça... j'ai aucune idée. Puis, est-ce qu'il y a des... Tu sais, parce que là, on a beaucoup parlé des charlatans, mais il y en a-tu qui sont des vrais
entre guillemets, ou du moins qui se sont jamais fait pogner. Ah! Au 19e siècle, il y a plein de cas. Puis il y a encore des historiens qui essaient dans les journaux et tout ça, dans les archives, d'essayer de voir est-ce qu'il y avait un truc qu'on n'a pas vu. Parce que, ben oui, il y a des cas où effectivement, même les sceptiques disaient on a regardé la table, il n'y a pas de mécanisme en dessous, fait qu'on n'est pas capable de démontrer en fait que un truc. Il y en a peut-être un, mais on n'est pas capable de le démontrer. Quand je te dis le doute raisonnable, il y a effectivement plein de cas un peu partout sur le territoire des États-Unis où ça a pas été, ils n'ont pas été capables de trouver comment ils arrivaient à le faire. Fait que soit qu'ils sont vraiment super bons ou soit que c'est vrai. Ben, il y a ça, mais il y a le fait que là, tu es à l'époque aussi de la photographie qui arrive. Là, deuxième moitié du 19e siècle, c'est vraiment là, la montée de la photographie de plus en plus. De plus en plus de gens vont avoir les moyens d'acheter les premiers appareils, puis ils vont déjà commencer à trafiquer des photos. Puis de toute façon, quand ton temps d'exposition est manqué ou tu bouges, ben, ça crée des beurrasmes, des choses comme ça. Il y a plein de gens qui vont utiliser ça pour dire que regardez la preuve que j'ai fait intervenir l'esprit, on a pris une photo de vous et votre mari est derrière, mais dans les faits, c'est que eux ont bougé la caméra en prenant la photo, sachant très bien que ça allait créer comme une espèce de fondu en arrière. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont été utilisées. Puis les gens qui connaissaient pas la photographie à l'époque étaient terriblement crédules, là, parce que ça impressionnait. Quand tu regardes les vieux clichés encore aujourd'hui, puis tu regardes ces vieilles photos-là, t'es comme parce que ça a un effet un petit peu morbide. Surtout que les gens, justement, souriaient pas. Parce que c'était tellement long prendre la photo que tu te fatiguais. Non, mais ça gâchait tout. Il fallait vraiment être très, très, très stoïque, surtout au tout début. Puis, exemple personnel, vu qu'on essaie de pas juste faire ça trop scientifique, mais ma grand-mère, qui va avoir 96 ans, elle fait encore ça. Quand tu lui dis que tu vas prendre son portrait, que tu vas la prendre en photo, elle fige, puis elle devient une statue, puis elle a les lèvres toutes pincées parce qu'elle sait qu'il faut pas qu'elle bouge. Fait qu'on la prend tout le temps en photo quand elle sait pas, ou là, elle est naturelle. Sinon, écoute, c'est terrible. Là. Oh, hey, c'est tellement cute en même temps. Je trouve ça vraiment adorable. Oui, mais c'est parce que ça donne pas des beaux résultats. Elle a l'air d'une momie, tu sais. Je veux dire, c'est pas drôle, là, mais elle comprend pas qu'aujourd'hui, depuis le temps, elle peut bouger, tu sais, ses photos. Elle a jamais compris ça. Pour elle, depuis qu'elle est enfant, tu sais, tu sens les lèvres, puis un peu entre le cul de poule, puis tu bouges plus, puis t'es raide comme une barre. Hein. Elle fait encore ça. On la salue, d'ailleurs. Mais est-ce que... Pourquoi ils prenaient des photos des morts? Aussi, là, je sais qu'on change un peu de sujet, mais on est dans la photographie, fait que ça me... Ben ça, c'est une mode plus victorienne, vraiment, là. Encore une fois, ouais, deuxième moitié du 19e siècle, même un peu tournant 20e, ça dépend des familles, des secteurs. C'est plus anglais qu'américain, même si, bon, ça va se répandre un peu. Mais c'était une façon, vu qu'il y avait la photographie, de garder un souvenir de la personne. Donc, on les plaçait assis dans leur chaise. Il faut dire qu'on s'occupait des corps à la maison aussi, tu sais, il n'y avait pas de pompe, il n'y avait pas de service funèbre, il n'y avait pas vraiment de pompe funèbre non plus. Puis souvent, ben, c'était une façon de se dire, ben voilà, à quoi elle ressemblait lorsqu'elle est décédée. Parce que les gens partaient, quand on parle de crise de tuberculose ou d'une fièvre typhoïde, là, où les enfants, ça partait très vite, là, en quelques heures, des fois quelques jours. Les gens n'ont pas le temps, tu sais, comme de réaliser. Donc, entre autres, pour les enfants, souvent, c'était une façon de se dire, ben voilà à quoi ressemblait ma fille juste avant de partir. Fait que c'est l'expression des yeux, quand les yeux sont ouverts, qui nous donne, des fois, on sait que c'est des photos funéraires, mais il y a des fois que les mises en scène sont tellement élaborées qu'il faut que tu regardes comme il faut, là. Hey, on parle de ça, j'ai juste le goût de me retourner puis de voir s'il y a quelqu'un derrière moi. Il y a une ombre là, qui se dessine. Arrête! Hey, arrête! En plus, je suis dans le sous-sol. Je suis terrifiée de mon sous-sol. Oh, Seigneur, dis-moi pas ça. Puis d'où ça vient le cliché là, de la gitane dans sa tente roulotte avec ça, sa boule c'est pas de un cristal? cliché. En fait, ben, la boule C'est de vrai? cristal, ça, c'est une chose. Ben, les Roms à Michel, je veux dire, de toutes les populations, en fait, on parle des pays slaves et tout ça, mais quand on pense aux Roms, les gitans, en fait, les populations, des groupes de nomades, en fait, qui vont souvent vivre de différents cirques ou des choses comme ça. Ça existe, en fait, encore. Où ils vont justement offrir de lire les lignes de la main. La boule de cristal est un peu cliché, là. Les lignes de la main sont un petit peu plus proches de la réalité, mais tu sais, ça, c'est encore valide, là. Je veux dire, tu peux, dans des grandes foires, surtout en Europe, quand il y a des gitans qui sont installés, te faire lire les lignes de la main d'une manière moins cliché que ce qu'on va voir au cinéma.
Mais ça, c'est pas un mythe. Je veux dire, ces gens-là, c'est un mode de vie qu'ils ont espéré conserver. Ils ont été d'ailleurs massacrés par Staline. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont été mis en marge de la société tout le temps parce qu'ils refusaient d'adhérer aux codes sociaux et aux modes politiques, économiques, en fait, des sociétés occidentales. Tu sais, je veux dire, ils ont toujours été un petit peu en marge. C'était une façon souvent de faire un peu d'argent pour changer de ville, là, tout simplement. Parce que dans le fond, les Gitans ou les Romanichels, ils sont vraiment nomades, là. Ils se promènent avec leur caravane de ville en ville. Oui, puis c'est ou ce que tu appelles en anglais les gypsies, ben tu sais, je veux dire, c'est un mode de vie. C'est des gens qui ont la bougeotte puis qui aiment bouger. Et ça, c'est sûr que dans des sociétés où on est établi, puis tu sais, propriété privée, qu'est-ce que vous faites dans mon champ, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça n'a jamais été nécessairement si populaire que ça. Là, j'ai évidemment Peaky Blinders en tête parce que ils sont la famille, justement, gitane, avec leur caravane et tout ça. Mais c'est ça, c'est ce qui explique qu'ils ont toujours été un peu en marge et marginalisés surtout, parce qu'ils refusaient d'adhérer au mode de vie occidental, on pourrait dire traditionnel. Là. Tu vois, moi, je pense juste à My Big Fat Gypsy Wedding sur TLC. On a vraiment beaucoup parlé, là, tu sais, des États-Unis, puis du mouvement de spiritisme aux États-Unis en 1800, mais, je veux dire, il y a d'autres places sur la planète, là, où est-ce qu'on s'intéresse aux esprits, puis parler aux morts et tout, comment ça se passe ailleurs? Ben, tu sais, je veux dire, si tu regardes, chez certaines, quand tu regardes un peu en Asie, bon, il y a le culte des ancêtres, le culte, on pourrait même dire des esprits, tu sais, je veux dire, cette idée d'aller dans les cimetières une fois par année chez beaucoup de Chinois, puis tu sais, de faire brûler du papier pour qu'ils soient riches dans le... à l'au-delà. Mais tu sais, l'idée que quand tu regardes aussi les sociétés, je pense, précolombiennes, tu sais, les descendants des Incas qui existent encore au Pérou, il y a encore des gens qui momifient les corps de leur grand-père ou de leur grand-mère, puis ils les sortent une fois par année, tu sais, puis ils les habillent, les arrangent et tout ça, parce qu'ils considèrent que ces gens-là sont encore là, ils veillent sur eux, en fait, mais sous une forme, justement, d'esprit. Fait que, tu sais, c'est terriblement variable. Mais ils émettent tout, excuse-moi, là, mais les momies, ils émettent tout pendant l'année. Ah, ils ont généralement une espèce de grotte, là, où ils gardent, ça dépend des familles. Là. T'as jamais vu ça? Quand ils sortent les momies des ancêtres pour une cérémonie, c'est toujours un petit peu bizarre parce que là, ils sont habillés dans plein de beaux vêtements colorés puis ils leur mettent des coiffes. Ah, mais il me semble qu'il a fait un épisode là-dessus sur Dark Tourism. Il me semble qu'il y a eu un épisode là-dessus. Ah, ben clairement, parce que ça fascine de voir les corps comme ça de gens qui sont morts. Des fois, il y a 50, mais des fois, c'est 100, 200, 300 ans. Ils ont encore les momies de certains de leurs ancêtres, puis ils les sortent une fois par année pour leur faire prendre l'air, puis les habiller et tout ça. C'est une façon de dire, on reconnaît qu'on descend de vous, puis protégez-nous et tout ça. Tu sais, c'est une autre forme de communication quand même avec les gens qui sont partis, sauf qu'on croit vraiment que ces gens-là, même s'ils ne sont plus là en corps physique, continuent à avoir un effet ou un impact sur notre vie moderne. Fait que, tu sais, c'est très variable selon les différentes cultures. Puis, tu sais, je veux dire, même d'une certaine façon, le vaudou, dans ses origines, tu sais, il y a quand même l'invocation de certains esprits. Sauf que là, on touche un peu à l'animisme où on pense que les éléments de la nature aussi ont des esprits. Là, c'est pas les esprits humains. Souvent, c'est des esprits du monde naturel aussi qui nous entoure. Là. Fait que, tu sais, écoute, on pourrait parler de ça, faire des thèses de doctorat à la pelletée. Là. Ben, allons-y. Non, merci! Mais j'avoue que moi, une fête que je trouve vraiment fascinante, c'est la fête des morts au Mexique. Mais ils mangent dans les cimetières ce jour-là, tu sais, je veux dire, c'est comme une grosse fête, en fait, des gens qui sont partis, tu sais, où la mort, en fait, plutôt que d'être vue comme négative, ben, elle est vue comme étant, faisant partie naturellement du cycle de la vie, tu sais, c'est comme quand même ils ont comme dérivé aussi, d'ailleurs, l'espèce de Toussaint qui arrive après l'Halloween, là, tu sais, puis ils se sont appropriés ça plus en culte des ancêtres, donc c'est une fête qui est vraiment très, très originale. Là. Pourquoi tu penses que l'humain a toujours ce besoin de parler à l'au-delà? Tu sais, je pense que c'est l'idée que la mort fait peur à tout le monde. Tout dépend de ta vie puis de ton parcours. Tu peux être confronté à la mort très tôt dans ta vie. Tu sais, je sais, tu peux perdre des frères et sœurs alors que tu es enfant. Tu sais, ça va changer ta vision peut-être des choses, alors que des fois, il y a des gens qui sont rendus à 40 ans, puis à part un chien, ils n'ont pas connu d'aucun deuil, tu sais, ou aucun décès, tu sais. Il y a une grosse inéquité, en fait, dans tout ça. Puis tu as des gens qui vivent des génocides, tu sais, je veux dire, qui vivent des choses vraiment très difficiles. Fait que je pense que c'est le fait que c'est la plus grande certitude de la vie. Nous allons tous mourir. On a une fin, on a tous une date de péremption, peu importe laquelle, mais on ne l'accepte pas. On a cette idée aussi qu'on est figé, comme qu'on est permanent.
Alors que depuis qu'on est bébé, on a tellement changé mentalement, tu sais, émotionnellement, physiquement, tout ça. Mais on dirait qu'on n'est pas capable de le percevoir. Mais ça, tu vois, souvent c'est interprété comme un facteur de l'évolution. Qu'est-ce qui fait justement qu'on évolue tout le temps? C'est un peu ce refus-là de la mort, de toujours trouver des façons, tu sais, d'améliorer notre mode de vie, de toujours améliorer nos conditions pour la déjouer aussi d'une certaine façon. Fait que je pense que c'est un petit peu comme imbriqué dans notre façon de réfléchir. Donc, mais en même temps, autant c'est la plus grande certitude, la plus grande incertitude, c'est qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va nous arriver, puis on ne sait pas ce qui arrive après. Alors, pourquoi cette communication avec le monde des morts, peu importe comment on pourrait l'appeler, c'est qu'on espère tous, c'est toute une confirmation qu'il y a quelque chose après. C'est comme la certitude, en fait, qu'il se passe quelque chose après, ça ne s'arrête pas au moment où tu arrêtes de respirer puis que le cœur arrête de battre, ce qui est comme un peu la terreur à cette idée que j'ai fait tout ça, puis ça s'arrête là. On a beaucoup de difficultés à accepter cet aspect-là. Mais c'est sans doute parce qu'on n'est juste pas capable d'imaginer. Tu sais, même si j'essaie d'imaginer rien, il y a quand même quelque chose. Tout le temps, ouais. Tu sais, fait qu'on n'est pas capable de s'imaginer que c'est fini puis qu'il y a rien après. Mais justement, on pourrait aussi parler des near-death experience. Tu sais, tous donc, ces gens je suis pas une spécialiste du tout. Non, mais tu sais, on a entendu beaucoup d'histoires, là, justement, ceux ils disent qu'ils ont vu un long tunnel ou ceux qui ont eu des flashs de toute leur vie déroulée devant leurs yeux. Ou, tu sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'angoissant dans le fait de pas savoir, puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de penser qu'il y a des gens qui nous attendent de l'autre côté, puis qu'on est attendu et accueilli. Mais en même temps, moi, je me dis, là, j'ai-tu vraiment le goût de passer ma vie dans un 4,5 dans Rosemont à terroriser tous les locataires qui vont passer? Non, là. Ouais, mais là, tu sais, arrive toujours cette réflexion. Je trouve les gens essayent de rationaliser ces affaires-là. Puis ils disent, ouais, mais c'est qui respire? C'est des gens qui ont fait des choses pas correctes, tu sais. Ou parce que sinon, t'es supposé aller au paradis. Tu sais, je veux dire, parce que quel est le poids des religions là-dedans? C'est aussi essayer de nous rassurer par rapport à ça. Croyance, tu dis, ben moi, ça, c'est ce qui fait le plus de sens pour moi si je meurs. Quoi, dans certaines cultures, on parle plus de réincarnation, ce qui apporte un certain réconfort, alors qu'ailleurs, on n'est pas capable de concevoir ça. Tu sais, justement, en Inde, ou au Népal, où je suis allée, mais tu sais, les gens, ils pleurent pas leur mort. Ils font la fête, ils incinèrent le corps, puis pour eux, c'est vraiment une façon de dire « T'es plus là, de toute façon, je t'enterrerai pas. J'ai pas besoin que t'aies une pierre tombale quelque part, tu n'existes plus. T'es déjà, en fait, probablement dans le petit chat qui est en train de naître chez la voisine. » Ou, tu sais, ils réfléchissent beaucoup comme ça, fait qu'ils se disent tout le temps « Moi, je sais que t'as été une bonne personne, fait que je sais que la prochaine vie va être encore meilleure, fait que je suis content pour toi. » C'est très spécial de voir ça, parce que pour nous, ici, c'est beaucoup plus un tabou. Là-bas, ça en est pas un du tout. Tu sais, tu peux aller voir ça, là, même si les familles sont là. Moi, allée, là, tu vois les gens qui brûlent les corps, des personnes qui viennent de mourir, puis tu sais, je veux dire, ils célèbrent parce qu'ils se disent, ben moi, je sais que ma mère a tellement été une bonne personne que la suite peut pas être de la merde. Tu sais, elle a comme accumulé des bons mérites. Bon karma. C'est ça. Puis si tu l'as haï, cette personne-là, tu dis... tu sais, il y a quelque chose de vraiment vache aussi. Si t'as vraiment haï quelqu'un qui te dit, oh mon Dieu, c'était une mauvaise personne, moi, je suis sûre qu'elle va se réincarner en coquerelle. Tu sais, je veux dire, tu peux aussi aller vers ce genre de mentalité-là aussi. Mais c'est ça, tu sais, des fois, d'être en contact avec des gens qui voient... Tu parles de la fête des morts au Mexique, mais c'est ça, tu sais, l'Inde, le Népal, les pays qui sont plus à tendance hindoue, bouddhiste, ont justement cette vision très particulière de la mort parce qu'ils sont convaincus de la réincarnation. Fait que c'est sûr que pour eux, la mort n'est que le commencement de la prochaine vie, donc il n'y a pas besoin de pleurer pour ça. En fait, tu vas être jeune à nouveau, tu vas avoir la chance de réexpérimenter la vie, mais sous une autre forme ou dans une autre famille. Donc, c'est pour ça que pour eux, c'est pas triste. Ils pleurent rarement, en fait. C'est fou quand même, là, mais c'est une super belle vision aussi, puis ça doit être vraiment plus apaisant quand tu perds un proche, là. En tout cas, j'ai l'impression, je sais pas, là. C'est des choix selon ce qui, toi, te fait le plus de sens pour toi, tu sais. Mais demande même à plein de gens qui sont, je sais pas, catholiques ou autres, tu sais, la réincarnation, même s'ils savent que, mettons, s'ils sont très, très pratiquants, c'est pas quelque chose qui fait partie, mettons, de leur dogme religieux, c'est bien rare que tu vois quelqu'un qui va dire « Ah non, j'y crois pas pantoute ». On dirait que c'est comme une forme de garantie. Ça se pourrait. Moi, je veux juste dire, j'ai déjà été voir un voyant à un moment donné et il m'avait dit que dans une autre vie, il m'avait parlé de mes autres vies, que dans une autre vie, j'étais une grande cantatrice italienne. Puis qu'un moment donné, j'allais aller en Italie puis que j'allais me sentir comme chez nous. Tu sais, j'allais rentrer dans une ville puis j'allais tout connaître, tout savoir instinctivement où est-ce que tout était parce que c'était ma ville de vie
quand j'étais une grande cantatrice italienne. Puis évidemment, il t'a donné la ville. Non, il me l'a pas donné. Et je suis jamais allée en Italie encore. Fait que j'attends qu'on puisse voyager à nouveau pour aller découvrir ma ville natale italienne dans une autre vie. Puis là, tu pourrais faire toute la péninsule au complet, ce qui te prendrait beaucoup trop de temps. Tu pourrais jamais faire toutes les villes d'Italie en un seul voyage et donc tu pourrais manquer ton coup aussi. Écoute, moi là, j'ai un objectif dans la vie, trouver ma ville italienne. Wow! Je me suis dit que je devrais me mettre au chant parce que, tu sais, j'ai ça en moi, compte tenu que j'ai déjà été une grande cantatrice et ma prof de voix de l'École nationale de l'humour n'est pas d'accord avec cette affirmation. Voilà. Et est-ce que ce voyant a été juste? Il m'a quand même dit des choses, pas pires. Il m'a quand même dit des choses, tu sais, il m'a annoncé le sexe de mon premier enfant, ce que j'étais quand même choquée, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas enceinte, hein, je tombais enceinte des années plus tard, là, tu sais, le bébé était même pas un projet, à l'époque où je suis allée le voir, puis il m'a dit que mon enfant serait un garçon, et j'étais vraiment choquée, parce que j'étais comme, je veux le savoir à l'échographie, je veux pas le savoir 5 ans d'avance dans un appart du centre-sud, tu comprends? Mais j'ai full aimé ça. Je suis jamais retournée, mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Mais tu sais, je pense pas que je serais capable d'aller voir un voyant qui parle avec des esprits, mettons. Ça me fait trop peur. D'un coup, j'en ramène un chez nous. Ah, je peux pas. Hey, je peux plus parler de ça. Seigneur, je dormirai jamais de la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, genre sur le spiritisme, sur les médiums? Je trouve qu'on a couvert très, 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 très large, là. Non, ça va! Pour le reste, là, vous irez sur Google, vous irez faire vos recherches. Voilà, amusez-vous à trouver des médiums célèbres, à regarder un peu les vieilles photographies, justement, de l'époque victorienne, où vous voyez les gens qui immortalisaient les défunts dans des positions pas possibles. Mais, tu sais, bon, si tu veux une anecdote finale, tu sais, je veux dire, c'est façon... Ces morts-là, justement, qui étaient souvent aussi inexpliquées parce que la médecine n'était pas assez avancée, tu sais, ça a amené aussi d'autres phénomènes, tu sais, je veux dire, le vampirisme, c'est né aussi de la tuberculose, hein. Ah ouais? Pourquoi? Le fait qu'on comprenait pas la contagion. Donc, tu sais, les gens, à la fin de la maladie, ben, ils commençaient à tousser et à cracher beaucoup de sang. Puis là, ben, quand t'étais rendu là, d'habitude, t'en avais plus pour longtemps. Les gens mouraient, puis ils étaient très blancs rendus à la fin. Puis là, ben, ils les enterraient dans le cimetière. Puis là, 2-3 jours plus tard, ben, il y avait un enfant, quelqu'un d'autre dans la maison qui l'avait. C'est de là qu'est née l'idée que ces gens-là étaient des morts vivants, donc ils se relevaient et qu'ils allaient infecter quelqu'un d'autre. Puis comment t'infectes, à l'époque, on comprenait des fois très mal, en fait, la propagation par l'air, là, surtout quand t'es, mettons, au 17e, 18e siècle. Puis c'est ce qui fait que souvent, les gens allaient dans les cimetières, puis quand quelqu'un mourait de tuberculose, ils plantaient un pieu pour le tenir dans le cercueil. Il y a des exemples dans plein de cimetières aux États-Unis, en Pologne, tu sais, les pays scandinaves, pas scandinaves, les Balkans et tout ça. C'est Pologne, Bulgarie, il y en a vraiment beaucoup, là, des tombes de vampires. Mais vous leur mettez des roches dans la bouche pour être sûr qu'ils ne soient pas capables d'aller mordre. Parce que, justement, ils ne comprenaient pas le principe de la contagion de certaines maladies, mais l'idée du vampire, donc, qui se nourrit de sang, qui est blanc, puis qui a toujours du sang sur le bord de la bouche, ben c'est vraiment parce qu'on comprenait mal, en fait, la tuberculose, puis comment elle se propageait. Je veux qu'on fasse un prochain épisode sur les vampires. C'est tellement intéressant. On ajoutera les loups-garous aussi, ça va tout dans la même veine. Tellement! Ah oui, OK. Tellement. En plus, je vais pouvoir parler d'Entretien avec un vampire, qui est un de mes films préférés. Oui, moi aussi, parce que Tom Cruise se fait décapiter. Et je pense que c'est la plus belle scène que j'ai jamais vue au cinéma. Je n'aime pas Tom Cruise. Hey, non, mais c'est correct. Je pense qu'on est tous à la même place là. Tu vas faire un épisode sur Tom Cruise aussi, mais... Dans The Last Samurai, il a fallu que j'y accorde quand même un certain crédit. Là. Je vais t'avouer que j'ai beaucoup de difficultés avec cet homme. Mais bon, voilà, tranche de vie. Je pense que sur cette confession, on va finir notre épisode. Evelyne, merci vraiment beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Si jamais vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous prenons les suggestions et à très bientôt pour un prochain épisode de ce merveilleux balado. Bye! Au revoir!